Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 15 janvier 2018, voici la une du journal. Mobilisation contre la manipulation dans la région du Sud-Ouest. Le gouvernement appelle les populations au calme après la folle rumeur qui a semé la panique dans la région ce lundi. Situation à suivre en tête de ce journal. Mobilisation pour le lac Tchad, l'UNESCO et la CBLT élaborent des stratégies cette semaine pour sauver le lac Tchad de l'assèchement. Les travaux de Yaoundé sont à suivre dans ce journal. Mobilisation des Lions A' pour la victoire demain au Chan face au Congo-Brazzaville. Nous faisons le point dans la tanière à quelques heures du premier match du Cameroun. Rendez-vous avec nos envoyés spéciaux à Agadir au Maroc. Ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. Retour à la normale ce soir dans la région du Sud-Ouest après la panique générale qui a saisi la ville de Buea ce lundi. De fausses rumeurs ont annoncé l'imminence d'une attaque de hors-la-loi contre des établissements scolaires de la région. Les parents ont accouru vers ces établissements pour amener leur progéniture en sécurité. Une rumeur dont la source reste recherchée. Le récit de cette folle journée avec Flavien Zorbo à Buea. Le premier jour de la semaine s'est levé comme d'ordinaire à Buea. Élèves, travailleurs, commerçants entre autres ont retrouvé dès la matinée leur occupation quotidienne. Aux environs de 10 heures, une rumeur faisant état de ce qu'un établissement scolaire est attaqué envahit la ville. Ce n'est pas tout. La rumeur persiste et demande aux parents de retirer leur progéniture dans les écoles. Et puis patatras, panique générale. Les parents envahissent les établissements scolaires devant cette fausse alerte qui serait partie du lycée de Malembi. Les autorités administratives prennent des dispositions et rassurent en même temps. Et la sécurité règne, que les parents laissent leurs enfants aller à l'école, que les parents aident, accompagnent leurs enfants à l'école. Les mesures sécuritaires ont été prises au plan local et renforcées par les mesures dictées par le président de la République. Et les mesures sont effectives pour protéger la population. Le maire de Buea, Patrick Ekema, ne manque pas à son tour de dénoncer des stratagèmes qui visent à créer la psychose. Nous avons fait le tour de l'horizon dans la ville, tout est normal. C'était juste pour effrayer les élèves et les étudiants pour abandonner les classes. Et nous voulons remercier sincèrement certains dirigeants des écoles qui ont pris la peine d'informer les parents que c'était les rumeurs et qu'il n'y avait rien du tout. Après cette fausse rumeur, la ville à l'hospitalité légendaire a repris son régime habituel et chacun vaque paisiblement à ses occupations. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï, invite les populations, surtout les parents, les étudiants, les enseignants, les hommes d'affaires de la région du Sud-Ouest, à rester calmes et de surcroît à éviter toute panique inutile à la suite de ces actes de violence et d'intoxication qui visent à manipuler l'opinion publique et à créer un climat d'insécurité autour des établissements scolaires de la région du Sud-Ouest. Et le ministre des Enseignements secondaire, Ngale Bibé Jean-Ernest, condamne également avec la dernière énergie les propagateurs de cette fausse rumeur. Il invite les parents et les élèves des zones concernées à la reprise normale des cours dès demain, mardi 16 janvier 2018. Il tient à les rassurer de la détermination du gouvernement de la République à assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Voilà donc pour la situation ce lundi à Buea. Dans l'autre actualité, la levée du mot d'ordre de grève ce lundi au CHU, après le mouvement d'humeur observé par les personnels contractuels de ce centre hospitalier et universitaire de Yaoundé, le ministre de la Santé publique annonce le paiement immédiat des arriérés de salaires et de primes réclamés par ces personnels. Un apaisement constaté sur place par notre reporter Oswald Modon. La scène tranche net avec le quotidien d'une institution sanitaire. Et ce n'est pas la chorale du CHU en pleine répétition avant un concert. Le répertoire finit de nous en convaincre. Sur des airs populaires revisités en conséquence, les contractuels du centre hospitalier universitaire crient leur détresse. Nos enfants ne vont plus à l'école, les bailleurs nous ont tous mis dehors.
nous sommes sortis aujourd'hui pour revendiquer les salaires qui vont de novembre à ce jour. Et aussi, il y a les quotes-parts. Les quotes-parts qui sont les 30% de nos recettes. La situation provoque une réunion de crise immédiate. Le huis clos qui s'ensuit regroupe le ministre de la Santé publique, son homologue de l'enseignement supérieur en sa qualité de président du conseil d'administration du CHU, la direction générale de l'institution, ainsi que des représentants du personnel. Au bout de 3 quarts d'heure d'échange, la réponse officielle est rendue publique, concrète et efficace. Nous sommes venus aujourd'hui leur dire que le traitement des 2 mois de salaire est achevé et que nous leur demandons de continuer à prendre soin des malades. Je me félicite du sens de responsabilité des délégués du personnel et des syndicats qui ont donc décidé immédiatement de suspendre ce mot d'ordre de grève. Plus de 300 personnels sont ainsi concernés. Après avoir assuré le service minimum pendant la durée de la grève, ils ont effectivement regagné leur poste de travail le cœur léger, avec la garantie d'une solution. Les annonces ministérielles ayant visiblement fait l'effet d'une bonne dose d'adrénaline. Dans ce dossier santé, parlons des hépatites, le dossier de la rédaction ce soir. Les malades sont soulagés depuis ce début d'année et la réduction du coût des traitements intervenus. L'État subventionne maintenant ces médicaments, parfois jusqu'à 80%. Et pour bien comprendre l'importance de cette décision gouvernementale sur le bien-être des populations, arrêtons-nous d'abord sur cette terrible maladie et sur ses multiples variantes. Voici l'hépatite, ou plutôt les hépatites, dans le microscope de Agnès Solange à Bessolo. L'hépatite virale est une inflammation du foie. Il existe plusieurs types d'hépatite. En dehors de l'hépatite A, encore appelée maladie des mains sales, qui est considérée comme bénigne, les autres formes d'hépatite sont chroniques. Les complications de l'hépatite virale B et C, c'est l'hépatite chronique, caractérisée par une fatigue, une baisse du rendement, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. L'hépatite B est essentiellement transmissible par voie sexuelle et par les liquides biologiques comme le sperme, la sueur et le sang. La contamination se fait avec lors d'une transfusion de sang, si le sang est ou le contact avec des sécrétions biologiques, le sperme pour l'hépatite virale B, parce que c'est une maladie sexuellement transmissible. Alors que l'hépatite C ne se transmet pas beaucoup par voie sexuelle, mais par sécrétions biologiques comme le sang et ses dérivés. Le sang contaminé ou alors des objets utilisés à l'hôpital dans la pratique hospitalière qui sont souillés, l'utilisation d'un matériel à usage multiple, par exemple les seringues. L'hépatite D, quant à elle, est une co-infection de l'hépatite B. En règle générale, les 3 hépatites B, C et D évoluent très souvent vers la cirrhose et le cancer du foie, quand la prise en charge n'est pas immédiate, ce qui est dorénavant possible grâce aux dispositions prises par l'État. La baisse du coût de la prise en charge des hépatites est saluée naturellement par les malades, mais aussi par l'ensemble du corps médical. Des médecins désormais plus confortables dans la prescription des différents protocoles, jusque-là hors de prix. Allons donc voir de près les nouvelles modalités de la prise en charge des hépatites dans les hôpitaux. C'est une enquête de Oswald Modon. À date, le Cameroun compte un peu plus de 2 millions de malades atteints d'hépatite. Une frange de la population non négligeable qui font des hépatites un véritable problème de santé publique, suffisant pour interpeller les autorités sanitaires du pays. Les patients atteints d'hépatite virale au Cameroun, notamment les hépatites virales les plus graves, que sont les hépatites virales B, C et D, sont prises en charge dans le cadre d'un protocole qui a été conçu et validé par le ministère de la Santé publique, et surtout grâce aussi à la mise en place et la facilitation d'accès aux médicaments. Maladie au traitement coûteux, la guérison est désormais à la portée de la quasi-totalité des malades. L'État a continué à négocier avec les laboratoires qui sont les fabricants de médicaments. Aujourd'hui, nous avons au Cameroun des médicaments qui coûtent pratiquement 90% moins cher que le prix normal. Conséquence de 11 512 000 francs CFA nécessaires au traitement de l'hépatite C en 2014 par exemple,
L'on est passé aujourd'hui à 2 262 000 francs CFA, soit une baisse conséquente de plus de 80% et parfois même mieux encore. Diagnostiqué chez le nouveau-né, la prise en charge est immédiate. La prise en charge précoce commence par la consultation de prénatale, parce que c'est un test systématique en consultation prénatale. Et immédiatement, quand son test s'avère positif, on réfère vers le médecin gastro-entérologue. Les efforts consentis jusqu'ici via divers secteurs permettent à ce jour de soulager les familles des patients recensés et inscrits au protocole. Cette mesure gouvernementale est à saluer parce que la prolifération de ces maladies virales inquiète aujourd'hui. On estime environ 6 millions de personnes atteintes des hépatites B, C et D au Cameroun. Pourtant, la prévention est possible. Florence Ngwangele. Les hépatites sont des maladies très contagieuses. Des règles essentielles d'hygiène et de vie sont à respecter pour éviter la transmission. Pour l'hépatite A et E, il faudra donc une hygiène alimentaire correcte, puisqu'on a bien dit que la transmission elle est orofécale. Donc il faudra bien laver les mains avant de manger. Voilà, il faudra bien laver les aliments. En dehors des règles d'hygiène générale très strictes, il existe d'autres moyens de prévention des hépatites virales. Pour l'hépatite C, avant de faire une transfusion sanguine, il faudra respecter donc les protocoles recommandés par l'OMS pour une transfusion sanguine où on teste le sang. Voilà, il faudra éviter dans la mesure du possible de faire des scarifications, des tatouages et autres. Pour l'hépatite B, il faudra un bon suivi de la grossesse pour éviter que le nouveau-né se contamine. Il faudra avoir des rapports sexuels protégés. La vaccination reste le moyen le plus efficace pour ne pas contracter une hépatite virale. On recommande à toutes nos populations de pouvoir se faire dépister parce que lorsqu'on a négatif, l'occasion est idoine de pouvoir se faire vacciner. Voilà, il y a des protocoles longs de vaccins pour l'hépatite B. Voilà, pour l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Personne n'est à l'abri de l'hépatite virale. Il est nécessaire d'apprendre à se prémunir au mieux contre les virus responsables de cette affection. L'autre sujet d'inquiétude pour la santé des familles en ce début d'année concerne le lait baptisé Lactalis. C'est un aliment destiné aux bébés et qui serait contaminé par la salmonelle depuis son lieu de production en France. Ce qu'on appelle maintenant le scandale du lait contaminé interpelle aussi 66 pays à travers le monde où ce produit a été exporté. Donc le Cameroun, où le ministère du Commerce a immédiatement procédé au retrait de cette marque de lait sur les marchés locaux. Qu'en est-il aujourd'hui sur ces marchés? Alvin Giselze est allé mener l'enquête. Leur descente dans les marchés et grandes surfaces se fait le plus souvent discrète. Cependant, la situation exige un déploiement à la hauteur du risque. Aujourd'hui, la sortie des officiels de la brigade des contrôles et de répression des fraudes du ministère du Commerce avait un but précis. S'assurer que les laits et céréales pour enfants de la marque Lactalis incriminés sont effectivement retirés des rayons. La première opération a été de cerner ces lots et de quadriller la ville et même au-delà pour savoir où est-ce qu'ils sont mis en vente. C'est ainsi que nous avons été dans les supermarchés, nous avons été dans les officines de pharmacie et dans les supérettes, partout il était susceptible d'en trouver. Nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés à faire partir les produits ou à les saisir ou à les enfermer dans des magasins sécurisés. La recommandation des pouvoirs publics dans cette grande surface est respectée. Au rayon laitier, plus de marques Lactalis dont les produits ont été reconnus contaminés par des salmonelles. Elles peuvent provoquer l'intoxication alimentaire et même des infections plus graves. Toutefois, ce ne sont pas tous les produits de la filiale qui sont impropres à la consommation. Ceux incriminés sont les lots 12 573, 12 640 et 12 482, fabriqués pour l'essentiel en mars et avril 2017. Cette boîte de Célia Céréline a par exemple été retirée des rayons depuis l'annonce du scandale. La situation reste sous contrôle. Les contrôles inopinés seront effectués dans les surfaces marchandes afin de s'assurer du respect de la mesure ministérielle.
Parlons environnement avec la question préoccupante du tarissement progressif du lac Tchad. La commission du bassin du lac Tchad, la CBLT et l'UNESCO envisageaient ce lundi à Yaoundé des mesures possibles pour une meilleure protection des ressources naturelles du lac. Voici les pistes évoquées dans ce reportage de Marie-Laurence Sunke. La réduction de la superficie du lac Tchad depuis un moment a entraîné un certain déséquilibre se traduisant par le mal-vivre et le mal-être des populations riveraines. Nos mamans entraient dans l'eau pour pêcher, nos mamans prenaient de l'eau à 0 mètre, le pâturage à 0 mètre, l'agriculture à 0 mètre du village. Maintenant, l'eau s'est retirée à 12 km de mon village, là où je suis né. Cela veut dire qu'il y a un problème. Suite donc aux inondations de 2012, certaines populations ont perdu leurs animaux, ont perdu, c'est-à-dire l'air local. Au vu de ces problèmes, l'UNESCO a mis en œuvre une dynamique multisectorielle et interdisciplinaire qui mobilise tant les institutions que les communautés locales riveraines. Question d'appliquer le modèle des réserves de biosphère transfrontalières et des sites du patrimoine mondial pour promouvoir la paix dans les pays du bassin du lac Tchad. Il faut absolument que tous les acteurs de ce lac, qui sont les gens qui utilisent l'eau, les gens qui sont les éleveurs, les politiques qui prennent des décisions, les scientifiques qui ont des connaissances scientifiques, se mettent autour de la table pour identifier les problèmes du lac Tchad, mais surtout, parce que les problèmes on les connaît, mais surtout comment chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Ce cadre d'échange est le point de départ d'une série de concertations qui vont se poursuivre au Nigeria, au Niger, au Tchad, en République centrafricaine et même au Cameroun. Ceci en réponse à l'appel de ces États pour un appui à la sauvegarde du lac Tchad. Dans cette même veine, le programme d'amélioration de la résilience des populations aux effets des changements climatiques tenait la 3e réunion de son comité de pilotage ce lundi à Yaoundé. Principale annonce, le programme déjà expérimenté dans le septentrion va s'étendre maintenant aux autres régions affectées par les effets du réchauffement de la planète. Voyons cela avec Valérie Haïda. 3 ans, c'est le temps qu'a duré la première phase de ce programme d'amélioration de la résilience des populations aux effets du changement climatique. Les régions du Nord et de l'extrême Nord en étaient les bénéficiaires de cette phase pilote pour des raisons évidentes. Nous avons mené beaucoup d'actions sur le terrain. Nous avons accompagné les populations de 4 départements à l'élaboration des plans d'organisation de secours. Nous les avons également accompagnés à la mise en œuvre de certaines mesures de sauvegarde telles que la diguette de la commune de Touloum. Plusieurs acteurs ont pris part à ce programme qui avait également dans ses activités la formation d'hommes et de femmes de médias. Au niveau de la station régionale CRTV Extrême Nord, nous avons énormément bénéficié de ce programme. Alors que s'achève cette première phase, l'heure est à l'évaluation par le principal partenaire financier de ce programme, le PNUD. Là, nous sommes satisfaits pour l'échelle spatiale que nous avons couverte. Et c'est une échelle spatiale qui touche les communautés elles-mêmes. Il va falloir passer à l'étape où les champions, ceux qui ont reçu ces formations, peuvent les appliquer. Et au-delà aussi mobiliser les ressources financières qu'il faut en ligne avec les accords pour lesquels le Cameroun s'est engagé, notamment dans le cadre des changements climatiques. C'est le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Elie Pierre, qui a présidé ces travaux. Le CNC passé au scanner. Le Conseil national de la communication va accueillir dès demain mardi une mission du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Objectif de la mission, évaluer le fonctionnement du CNC. Il y aura donc 5 jours d'échange avec des associations médiatiques, des autorités publiques et la société civile. Je vous propose ici d'écouter les explications du président du CNC, Peter Essoka, qui dit l'importance de cette visite dans une interview recueillie par Eugène B. La mission qui séjourne au Cameroun jusqu'au 21 est là pour essayer d'avoir des entretiens avec les associations des médias pour les sensibiliser
sur l'importance de la régulation et une relation entre la presse et l'instance régulateur pour rencontrer certaines autorités du pays pour que le gouvernement accompagne le CNC dans son travail. Donc c'est une mission de sensibilisation et une mission, je peux dire, de lobbying. Parlons à présent de la promotion du programme gouvernemental de soutien aux jeunes entreprises agro-pastorales, la pépinière des jeunes entrepreneurs agricoles portée par le programme gouvernemental de promotion de ce secteur, va recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes. Les deux ministres de l'Agriculture et de l'Élevage présidaient ce lundi à Yaoundé la 4e session du comité de pilotage de ce programme. Et puis, bonne nouvelle, la disponibilité de 4,7 milliards de francs CFA destinés à l'accompagnement de ces jeunes agriculteurs. Un précieux coup de pouce, Elvire Ninan Galima. Plus de 4,5 milliards de francs CFA pour soutenir les projets des jeunes dans le secteur agropastoral. Une initiative du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Il s'agissait de donner un budget à cette structure qui est une structure très importante, ce programme, parce qu'il est bâti sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la jeunesse, c'est les jeunes qui sont concernés. Le deuxième pilier, c'est le secteur agropastoral. C'est un projet très important qui vise à installer des jeunes, à les incuber et à en faire des entrepreneurs. Nous sortons tout droit d'une évaluation du FIDA qui suit l'avancée de ce projet. Et je pense que le projet est parti pour un bon avenir. Les travaux ont évalué les activités menées l'année dernière. Ils ont également permis d'adopter les stratégies à mettre en œuvre cette année pour de meilleurs résultats. L'OPA Jeune a permis de sensibiliser environ 15 000 jeunes, a incubé environ 950 jeunes et a créé environ 400 entreprises pour des jeunes actuellement. En guise de perspective pour l'exercice 2018, il est question d'accompagner 1083 dans le cadre de la création de leurs entreprises pour un montant environ de 1 milliard de francs CFA. Pour bénéficier de cet accompagnement, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Exit la CDE dès le mois d'avril 2018 si le chronogramme est respecté. La Camerounaise des eaux, société jusqu'ici chargée de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable au Cameroun, ne devrait plus exister. Le gouvernement n'a pas renouvelé le contrat de concession arrivé à terme. Tous les actifs de la CDE devraient être repris par la Camwater, la société de droit camerounais en charge du patrimoine dans ce secteur de l'eau au Cameroun. Sur les contours de cette société de droit camerounais en charge du patrimoine dans ce secteur de l'eau au Cameroun. Sur les contours de cette nationalisation, nous ouvrons dès ce lundi une série explicative. Mais d'abord ce soir, de quoi s'agit-il exactement? Question à Olivier Kingé-Moli. La distribution de l'eau potable au Cameroun ne va plus être concédée à un opérateur privé. Le gouvernement prend depuis quelques mois maintenant toutes les mesures en vue de la reprise en main par la Camwater de la gestion, l'exploitation des services jusque-là fermés, personnel, équipement, matériel et autres archives à la CDE. La clôture technique du contrat d'affermage avec la Camerounaise des eaux devrait conduire à la fin du mois d'avril à l'effectivité de cette mesure décidée par le chef de l'État. Camwater, entreprise publique du patrimoine dans le secteur de l'eau, est donc l'instrument de l'État dans la volonté politique de renationaliser un secteur d'activité dans lequel le gouvernement s'engage à investir davantage avec le concours des bailleurs de fonds au rang desquels l'AFD, partenaire de longue date. Notre souhait est de voir la communauté des bailleurs de fonds impliqués dans le financement du secteur de l'eau au Cameroun nous accompagner pleinement dans le cadre de cette délicate mission. La reprise des activités de distribution de l'eau potable au Cameroun par une société nationalisée est la garantie d'une prise en compte par les pouvoirs publics du souci des populations de disposer d'un bien vital de manière régulière, mais aussi sans négliger la qualité. C'est un nouveau challenge pour la Camwater
le compte à rebours est lancé. D'autres explications à suivre donc dans cette série demain dans nos éditions. Parlant politique et plus question de boycott au SDF, le parti va en effet participer aux élections de cette année 2018. C'est là l'une des résolutions des membres du NEC, le comité exécutif du parti qui tenait conclave ce week-end à Bamenda. Les travaux présidés par Ni John Frundi ont également conclu à la tenue du congrès de ce parti au mois de février prochain. Augustin Guizana est à Bamenda. La réorganisation du SDF, avec en toile de fond la question de l'alternance à la tête du parti dirigé depuis plus de 20 ans par Ni John Frundi, aura constitué l'essentiel des travaux de Bamenda. Le congrès, instance de cette réorganisation, a été convoqué au mois de février après plusieurs reports. Le congrès aura lieu le 22, le 23, le 24 février 2018. Le congrès du SDF est convoqué dans un double contexte, notamment de la tenue des échéances électorales au Cameroun et annoncé par le président de la République. Et le SDF sera dans la bataille électorale. Je tiens d'abord à dire que le SDF ne boycottera pas une élection. Le SDF va participer à toutes les élections. Il faudrait qu'autour de la table, que nous essayons vraiment de mettre sur pied un calendrier électoral qui est connu de tous. Les débats sont donc houleux et les délibérations étaient encore en cours au moment où nous bouclions ce reportage. Tractation également dans un autre état-major politique, à l'Union des populations du Cameroun. On va à la conquête de la base militante. Le secrétaire général Pierre Béléguel-Nkot et Mme Abissa Issa Douala, la présidente du bureau du comité directeur de l'UPC, prenaient part ce lundi au meeting de Matom. C'est à 60 km de Yaoundé et c'était la rentrée politique à l'UPC en ce jour de commémoration de la mort de Ernest Wandje, nationaliste de la première heure. Séverin Legambele revient de Matom. Le meeting de relance des activités de l'Union des populations du Cameroun à Matom ce lundi est la première sortie d'envergure du bureau du comité directeur issu du congrès d'octobre 2017. Le secrétaire général, la présidente de la nouvelle direction de l'UPC intégrant les différences d'opinion, accompagné d'autres cadres du parti historique, ont mis cette occasion à profit pour repréciser le contenu du plan d'action. Un plan visant à redonner vie à la base militante de l'UPC. On a décentralisé le parti par le 7e congrès qui vient de se passer, par lequel on a élu un seul secrétaire général et une seule présidente du bureau du comité directeur de l'UPC. Avec ces débuts aujourd'hui, la dynamique va continuer. Et d'ici la fin du mois, on aura circulé dans toutes les régions et quelques départements. 2018 est une année électorale, comme l'a si bien dit le président de la République dans son message de fin d'année 2017. À l'UPC, on est bien conscient de ce qui doit être fait en termes de mobilisation et de participation effective aux consultations populaires qui pourront être organisées. L'UPC participera à toutes les échéances électorales. Bon, mais c'est pour cela que l'une de nos priorités, c'est d'inciter les populations à s'inscrire massivement dans les listes électorales. De tous les combats menés, l'Union des populations du Cameroun doit au plus vite dissiper les malentendus et ramener tous les militants à l'union sacrée face aux échéances électorales à venir. Autre actualité dans la région de l'Est, le département de la Bumba Ngoko travaille à la réduction de la fracture numérique. 240 apprenants de l'IAI, le Centre d'excellence technologique Paul Biya, viennent de recevoir là-bas leur parchemin de fin de formation. La cérémonie était présidée par le ministre Joseph Lé. Et comme témoin pour nous, Denis Amand de CRTV Est. Ils sont 240 apprenants à avoir suivi avec succès la rigoureuse et importante formation en informatique à l'IAI, Centre d'excellence technologique Paul Biya de Yokadouma. Une formation qui va considérablement réduire les difficultés rencontrées par les apprenants dans l'exercice de leurs fonctions. On a appris l'Excel, le Word et Internet. Je suis maintenant à mesure de vite calculer mes notes pour mes élèves. J'ai appris à travailler sur Excel, sur Word, à faire les tableaux, à saisir les textes. Ça m'aide à faire mes comptabilités et
passer mes commandes de médicaments. Occasion pour le parent de la promotion, unité et développement de remercier les différents acteurs qui ont permis cette formation. Je voudrais déjà remercier la première dame pour l'opportunité qu'elle donne à ce département en dotant le département d'un centre multimédia qui permet aujourd'hui de pouvoir asseoir les formations qui viennent de se dérouler. L'opération, qui vise à former 10 000 personnes de divers âges, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le premier objectif, c'est d'accompagner la politique sociale du chef de l'État. Après les avoir formés, il faut assurer la pérennité. D'où ce que j'ai appelé le Club 2.0 Est. Ça va être une plateforme d'échange au sein de laquelle nous allons échanger des informations. Pour y parvenir, un don en matériel informatique a été offert aux encadreurs avant de mettre le cap sur Batouri pour une cérémonie similaire. Dans la région de l'Ouest, un peu plus de 1150 candidats frappent déjà aux portes de la faculté de médecine de l'université de Chang. Les épreuves vont se dérouler en deux phases, d'abord technique et puis la culture générale. Sur les perspectives de ce concours, nous faisons le point avec André Aristide et Combat à l'Ouest. Le campus de l'université de Chang a accueilli 1006 candidats pour la filière médecine générale et 153 pour la filière pharmacie. Le concours sous haute surveillance est une aubaine pour les postulants. C'est favorisant pour les populations environnantes. Nous sommes obligés de se déplacer maintenant pour aller dans les grandes villes à fréquenter. C'est maintenant un peu proche de nous et c'est aussi bien pour les parents. Et pour faire le concours de médecine générale déjà parce que c'est une grande passion pour moi et j'opte d'être dans l'avenir, si Dieu l'accorde, chirurgien, raison pour laquelle j'ai opté pour faire ce concours, qui est déjà une grande opportunité pour nous tous. Les épreuves réparties en deux comportent le volet technique, fait de 3 matières, la biologie, la physique, la chimie. Il y a ensuite le volet culture générale. 50 seront retenus en médecine générale et 25 en pharmacie. Les candidats au concours sont pour la plupart optimistes. Bon, l'épreuve était bien, bon, on peut dire les anciens sujets. Les épreuves étaient abordables. Tout ce que j'ai appris, on peut dire que c'est venu, surtout en biologie, en chimie aussi. Après la création de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, le concours est effectif. Le reste sera consacré à la proclamation des résultats et le début effectif des cours. Des médailles pour le personnel de Orange Cameroun. Plus de 300 agents de cette compagnie de téléphonie mobile recevaient des médailles du travail en argent, vermeil et or dans une cérémonie présidée par Grégoire Oona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Une belle fête vécue par notre reporter Rufin Tchakam dans le littoral. Cette célébration de l'excellence au travail à Orange Cameroun, ici à son data center de Makepe, le plus grand d'Afrique centrale, marque la reconnaissance de cette entreprise envers son personnel qui s'active depuis 18 ans afin qu'Orange Cameroun demeure leader de la téléphonie mobile au Cameroun. Ça représente surtout une interpellation à plus d'efforts, à plus d'ardeur, à plus de dévouement, à plus d'abnégation. Pour qu'enfin, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, je puisse décrocher la 3e qui est la consécration pour tout salarié, celle en or. Au nom des employés, la représentante du personnel dit que ce jour de fête montre à suffisance que le capital humain constitue le socle d'investissement de cette entreprise citoyenne. La société a reconnu que c'est au travers des employés que tout peut se faire. Donc nous sommes aujourd'hui fiers du travail accompli par le personnel d'Orange Cameroun qui permet en sorte que l'essor de notre entreprise soit vu dans tout le Cameroun. Pour le top management, c'est une aventure avec des véritables acteurs de la transformation digitale qui est ici célébrée. Nous avions aujourd'hui le plaisir d'avoir parmi nous au moins 140 personnes qui sont dans l'entreprise depuis plus de 10 ans, donc qui ont vraiment contribué au développement de cette entreprise, qui ont contribué à ce que l'entreprise est aujourd'hui. Donc ça pour nous c'était vraiment un motif de satisfaction. Au cours de cette cérémonie, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale va lui-même constater, lorsqu'il va remettre ses 159 médailles en argent, 131 en vermeil et 18 en or, que le réseau passe sans interférence au sein d'Orange Cameroun.
Retrouvons à présent la mission d'inspection de la CAF sur les chantiers de la CAN Cameroun 2019. Troisième étape ce lundi, les experts de la CAF sont à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, où nous retrouvons notre reporter Nadège Tindé de CRTV Ouest pour l'évaluation. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, Total Cameroun 2019, la région de l'Ouest disposera de plus de 3000 chambres, tous standing confondus. Pour s'en rendre compte, les émissaires de l'inspection de la CAF sont allés toucher du doigt la réalité. Après leur accueil à l'aéroport de Bafoussam Bamungoum, CAF a été mis sur l'hôtel La Vallée de Bana, suivi des Tajidor Garden Palace de Bangou, encore en construction. Partout où ils sont passés, les émissaires de la CAF ont apporté des observations aux responsables des différentes structures pour que les établissements hôteliers puissent répondre aux exigences de la CAF. Très content d'écouter de leur bouche que nous sommes dans ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire le cadre est super bien et les terrains de jeu sont bien aménagés et surtout les bungalows pour l'hébergement sont très bien conçus et en nombre suffisant. La diversité touristique et culturelle de la région de l'Ouest ont été également découvertes tout au long du parcours. Sur le sport sur le terrain à présent, le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football. Maroc 2018 fait l'événement. Les Lions indomptables APRIM descendent dans l'arène demain mardi face au Congo-Brazzaville et c'est la veillée d'armes à Agadir. À la conférence de presse d'avant-match cet après-midi, Rigobert Samba-Anak, le capitaine de la sélection camerounaise, rassure. Nous prenons donc les dernières nouvelles dans la tanière des APRIM avec Jean-Cyriac Bessé, envoyé spécial à Agadir. Serein et confiant, Rigobert Samba-Anak, sélectionneur des Lions indomptables APRIM, et Junior Awono, capitaine de l'équipe, ont fait leur apparition dans la salle de conférence du stade Adrar d'Agadir ce lundi pour délivrer un message à la tonalité rassurante pour les fans de foot. Moi, je peux vous assurer que le moral est au beau fixe. Nous, on est prêts à descendre demain sur le terrain pour aller chercher la victoire. Le staff et moi n'avons plus à faire des doutes. On ne doute plus sur rien. On sait que dès demain, il n'y a plus le temps de douter sur quoi que ce soit. Mes joueurs demain feront tout pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'on attend. Les Lions ne sont pas seulement prêts à dévorer les Diables Rouges du Congo, leur fin va au-delà des adversaires du premier tour. Et aujourd'hui, le but, c'est pas d'aller en quart de finale, c'est aller en demi-finale, au moins déjà, mais finale en particulier, parce que je pense qu'il y a le potentiel, il y a ce qu'il faut. Moi, j'aime gagner, je suis... Le capitaine l'a précisé tout de suite, le fighting spirit, c'est vrai, mais je dis, je préfère des résultats. Et je pense que le but pour nous, c'est déjà traverser les quarts de finale. Arriver au moins en demi-finale, mais maximum en finale. Quand on arrive en demi-finale, on voit déjà la finale venir, on ne baisse plus les bras. Le Congo, pour sa part, promet une belle opposition à l'équipe camerounaise ce mardi. Les Lions indomptables APRIM ont effectué la traditionnelle séance de reconnaissance du stade dans une belle ambiance. Cameroun-Congo de ce mardi promet des étincelles. C'était dans la conférence de presse d'avant-match donnée par Rigobert Samba-Anak, l'entraîneur, et par Junior Awono, le capitaine, et on souhaite toutes les chances du monde à notre APRIM national. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Karine Olivia Bitt. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Retrouvez juste après ce journal Présidence Actu. Yves-Marc Modjo et son invité reviennent sur le discours du président de la République, Paul Biya. C'était le 31 décembre dernier, sur les cérémonies de présentation de vœux également. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.
qui a été conçu et validé par le ministère de la Santé publique, et surtout grâce aussi à la mise en place et la facilitation d'accès aux médicaments. Maladie au traitement coûteux, la guérison est désormais à la portée de la quasi-totalité des malades. L'État a continué à négocier avec les laboratoires qui sont les fabricants de médicaments. Aujourd'hui, nous avons au Cameroun des médicaments qui coûtent pratiquement 90% moins cher que le prix normal. Conséquence de 11 512 000 francs CFA nécessaires au traitement de l'hépatite C en 2014 par exemple. L'on est passé aujourd'hui à 2 262 000 francs CFA, soit une baisse conséquente de plus de 80% et parfois même mieux encore. Diagnostiqué chez le nouveau-né, la prise en charge est immédiate. La prise en charge précoce commence par la consultation prénatale, parce que c'est un test systématique en consultation prénatale. Et immédiatement, quand son test s'avère positif, on refait vers le médecin gastro-entérologue. Les efforts consentis jusqu'ici via divers secteurs permettent à ce jour de soulager les familles des patients recensés et inscrits au protocole. Cette mesure gouvernementale est à saluer parce que la prolifération de ces maladies virales inquiète aujourd'hui. On estime environ 6 millions de personnes atteintes des hépatites B, C et D au Cameroun. Pourtant, la prévention est possible. Florence Ngwangele. Les hépatites sont des maladies très contagieuses. Des règles essentielles d'hygiène et de vie sont à respecter pour éviter la transmission. Pour l'hépatite A et E, il faudra donc une hygiène alimentaire correcte, puisqu'on a bien dit que la transmission elle est orofécale. Donc il faudra bien laver les mains avant de manger. Voilà, il faudra bien laver les aliments. En dehors des règles d'hygiène générale très strictes, il existe d'autres moyens de prévention des hépatites virales. Pour l'hépatite C, avant de faire une transfusion sanguine, il faudra respecter donc les protocoles recommandés par l'OMS pour une transfusion sanguine où on teste le sang. Voilà, il faudra éviter dans la mesure du possible de faire des scarifications, des tatouages et autres. Pour l'hépatite B, il faudra un bon suivi de la grossesse pour éviter que le nouveau-né se contamine. Il faudra avoir des rapports sexuels protégés. La vaccination reste le moyen le plus efficace pour ne pas contracter une hépatite virale. On recommande à toutes nos populations de pouvoir se faire dépister parce que lorsqu'on a négatif, l'occasion est idoine de pouvoir se faire vacciner. Voilà, il y a des protocoles longs de vaccins pour l'hépatite B. Voilà, pour l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Personne n'est à l'abri de l'hépatite virale. Il est nécessaire d'apprendre à se prémunir au mieux contre les virus responsables de cette affection. L'autre sujet d'inquiétude pour la santé des familles en ce début d'année concerne le lait baptisé Lactalis. C'est un aliment destiné aux bébés et qui serait contaminé par la salmonelle depuis son lieu de production en France. Ce qu'on appelle maintenant le scandale du lait contaminé interpelle aussi 66 pays à travers le monde où ce produit a été exporté. Donc le Cameroun, où le ministère du Commerce a immédiatement procédé au retrait de cette marque de lait sur les marchés locaux. Qu'en est-il aujourd'hui sur ces marchés? Alvin Giselze est allé mener l'enquête. Leur descente dans les marchés et grandes surfaces se fait le plus souvent discrète. Cependant, la situation exige un déploiement à la hauteur du risque. Aujourd'hui, la sortie des officiels de la brigade des contrôles et de répression des fraudes du ministère du Commerce avait un but précis. S'assurer que les laits et céréales pour enfants de la marque Lactalis incriminés sont effectivement retirés des rayons. La première opération a été de cerner ces lots et de quadriller la ville et même au-delà pour savoir où est-ce qu'ils sont mis en vente. C'est ainsi que nous avons été dans les supermarchés, nous avons été dans les officines de pharmacie et dans les supérettes, partout il était susceptible d'en trouver. Nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés à faire partir les produits ou à les saisir ou à les enfermer dans des magasins sécurisés. La recommandation des pouvoirs publics dans cette grande surface est respectée. Au rayon laitier, plus de marques Lactalis dont les produits ont été reconnus.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 15 janvier 2018, voici la une du journal. Mobilisation contre la manipulation dans la région du Sud-Ouest. Le gouvernement appelle les populations au calme après la folle rumeur qui a semé la panique dans la région ce lundi. Situation à suivre en tête de ce journal. Mobilisation pour le lac Tchad, l'UNESCO et la CBLT élaborent des stratégies cette semaine pour sauver le lac Tchad de l'assèchement. Les travaux de Yaoundé sont à suivre dans ce journal. Mobilisation des Lions A' pour la victoire demain au Chan face au Congo-Brazzaville. Nous faisons le point dans la tanière à quelques heures du premier match du Cameroun. Rendez-vous avec nos envoyés spéciaux à Agadir au Maroc. Ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. Retour à la normale ce soir dans la région du Sud-Ouest après la panique générale qui a saisi la ville de Buea ce lundi. De fausses rumeurs ont annoncé l'imminence d'une attaque de hors-la-loi contre des établissements scolaires de la région. Les parents ont accouru vers ces établissements pour amener leur progéniture en sécurité. Une rumeur dont la source reste recherchée. Le récit de cette folle journée avec Flavien Zorbo à Buea. Le premier jour de la semaine s'est levé comme d'ordinaire à Buea. Élèves, travailleurs, commerçants entre autres ont retrouvé dès la matinée leur occupation quotidienne. Aux environs de 10 heures, une rumeur faisant état de ce qu'un établissement scolaire ait attaqué envahit la ville. Ce n'est pas tout. La rumeur persiste et demande aux parents de retirer leur progéniture dans les écoles. Et puis patatras, panique générale. Les parents envahissent les établissements scolaires devant cette fausse alerte qui serait partie du lycée de Malindi. Les autorités administratives prennent des dispositions et rassurent en même temps. Et la sécurité règne, que les parents laissent leurs enfants aller à l'école, que les parents aident, accompagnent leurs enfants à l'école. Les mesures sécuritaires ont été prises au plan local et renforcées par les mesures dictées par le président de la République. Et les mesures sont effectives pour protéger la population. Le maire de Buea, Patrick Ekema, ne manque pas à son tour de dénoncer des stratagèmes qui visent à créer la psychose. Nous avons fait le tour d'horizon dans la ville, tout est normal. C'était juste pour effrayer les élèves et les étudiants pour abandonner les classes. Et nous voulons remercier sincèrement certains dirigeants des écoles qui ont pris la peine d'informer les parents que c'était les rumeurs et qu'il n'y avait rien du tout. Après cette fausse rumeur, la ville à l'hospitalité légendaire a repris son régime habituel et chacun vaque paisiblement à ses occupations. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï, invite les populations, surtout les parents, les étudiants, les enseignants, les hommes d'affaires de la région du Sud-Ouest, à rester calmes et de surcroît à éviter toute panique inutile à la suite de ces actes de violence et d'intoxication qui visent à manipuler l'opinion publique et à créer un climat d'insécurité autour des établissements scolaires de la région du Sud-Ouest. Et le ministre des Enseignements secondaire, Ngale Bibé Jean-Ernest, condamne également avec la dernière énergie les propagateurs de cette fausse rumeur. Il invite les parents et les élèves des zones concernées à la reprise normale des cours dès demain, mardi 16 janvier 2018. Il tient à les rassurer de la détermination du gouvernement de la République à assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Voilà donc pour la situation ce lundi à Buea. Dans l'autre actualité, la levée du mot d'ordre de grève ce lundi au CHU, après le mouvement d'humeur observé par les personnels contractuels de ce centre hospitalier et universitaire de Yaoundé, le ministre de la Santé publique annonce le paiement immédiat des arriérés de salaires et de primes réclamés par ces personnels. Un apaisement constaté sur place par notre reporter Oswald Modon. La scène tranche net avec le quotidien d'une institution sanitaire. Et ce n'est pas la chorale du CHU en pleine répétition avant un concert. Le répertoire finit de nous en convaincre. Sur des airs populaires revisités en conséquence, les contractuels du centre hospitalier universitaire crient leur détresse. Nos enfants ne vont plus à l'école, les bailleurs nous ont tous mis dehors. Nous sommes sortis aujourd'hui
pour revendiquer les salaires qui vont de novembre à ce jour. Et aussi, il y a les quotes-parts. Les quotes-parts qui sont les 30% de nos recettes. La situation provoque une réunion de crise immédiate. Le huis clos qui s'ensuit regroupe le ministre de la Santé publique, son homologue de l'enseignement supérieur en sa qualité de président du conseil d'administration du CHU, la direction générale de l'institution, ainsi que des représentants du personnel. Au bout de 3 quarts d'heure d'échange, la réponse officielle est rendue publique, concrète et efficace. Nous sommes venus aujourd'hui leur dire que le traitement des 2 mois de salaire est achevé et que nous leur demandons de continuer à prendre soin des malades. Je me félicite du sens de responsabilité des délégués du personnel et des syndicats qui ont donc décidé immédiatement de suspendre ce mot d'ordre de grève. Plus de 300 personnels sont ainsi concernés. Après avoir assuré le service minimum pendant la durée de la grève, ils ont effectivement regagné leur poste de travail le cœur léger, avec la garantie d'une solution. Les annonces ministérielles ayant visiblement fait l'effet d'une bonne dose d'adrénaline. Dans ce dossier santé, parlons des hépatites, le dossier de la rédaction ce soir. Les malades sont soulagés depuis ce début d'année et la réduction du coût des traitements intervenus. L'État subventionne maintenant ces médicaments, parfois jusqu'à 80%. Et pour bien comprendre l'importance de cette décision gouvernementale sur le bien-être des populations, arrêtons-nous d'abord sur cette terrible maladie et sur ses multiples variantes. Voici l'hépatite, ou plutôt les hépatites, dans le microscope de Agnès Solange à Bessolo. L'hépatite virale est une inflammation du foie. Il existe plusieurs types d'hépatite. En dehors de l'hépatite A, encore appelée maladie des mains sales, qui est considérée comme bénigne, les autres formes d'hépatite sont chroniques. Les complications de l'hépatite virale B et C, c'est l'hépatite chronique, caractérisée par une fatigue, une baisse du rendement, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. L'hépatite B est essentiellement transmissible par voie sexuelle et par les liquides biologiques comme le sperme, la sueur et le sang. La contamination se fait avec, lors d'une transfusion de sang, si le sang est, ou le contact avec des sécrétions biologiques, le sperme pour l'hépatite virale B, parce que c'est une maladie sexuellement transmissible. Alors que l'hépatite C ne se transmet pas beaucoup par voie sexuelle, mais par sécrétions biologiques comme le sang et ses dérivés. Le sang contaminé ou alors des objets utilisés à l'hôpital dans la pratique hospitalière qui sont souillés, l'utilisation de matériel à usage multiple, par exemple les seringues. L'hépatite D, quant à elle, est une co-infection de l'hépatite B. En règle générale, les 3 hépatites B, C et D évoluent très souvent vers la cirrhose et le cancer du foie, quand la prise en charge n'est pas immédiate, ce qui est dorénavant possible grâce aux dispositions prises par l'État. La baisse du coût de la prise en charge des hépatites est saluée naturellement par les malades, mais aussi par l'ensemble du corps médical. Des médecins désormais plus confortables dans la prescription des différents protocoles, jusque-là hors de prix. Allons donc voir de près les nouvelles modalités de la prise en charge des hépatites dans les hôpitaux. C'est une enquête de Oswald Modon. À date, le Cameroun compte un peu plus de 2 millions de malades atteints d'hépatite. Une frange de la population non négligeable qui font des hépatites un véritable problème de santé publique, suffisant pour interpeller les autorités sanitaires du pays. Les patients atteints d'hépatite virale au Cameroun, notamment les hépatites virales les plus graves, que sont les hépatites virales B, C et D, sont prises en charge dans le cadre d'un protocole. Le national de la communication va accueillir dès demain mardi une mission du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Objectif de la mission, évaluer le fonctionnement du CNC. Il y aura donc 5 jours d'échange avec des associations médiatiques, des autorités publiques et la société civile. Je vous propose ici d'écouter les explications du président du CNC, Peter Essoka, qui dit l'importance de cette visite dans une interview recueillie par Eugène B. La mission qui séjourne au Cameroun jusqu'au 21
est là pour essayer d'avoir des entretiens avec les associations des médias pour les sensibiliser sur l'importance de la régulation et une relation entre la presse et l'instance régulateur pour rencontrer certaines autorités du pays pour que le gouvernement accompagne le CNC dans son travail. Donc c'est une mission de sensibilisation et une mission, je peux dire, de lobbying. Parlons à présent de la promotion du programme gouvernemental de soutien aux jeunes entreprises agro-pastorales, la pépinière des jeunes entrepreneurs agricoles portée par le programme gouvernemental de promotion de ce secteur, va recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes. Les deux ministres de l'Agriculture et de l'Élevage présidaient ce lundi à Yaoundé la 4e session du comité de pilotage de ce programme. Et puis, bonne nouvelle, la disponibilité de 4,7 milliards de francs CFA destinés à l'accompagnement de ces jeunes agriculteurs. Un précieux coup de pouce, Elvire Ninan Galima. Plus de 4,5 milliards de francs CFA pour soutenir les projets des jeunes dans le secteur agropastoral. Une initiative du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Il s'agissait de donner un budget à cette structure qui est une structure très importante, ce programme, parce qu'il est bâti sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la jeunesse, c'est les jeunes qui sont concernés. Le deuxième pilier, c'est le secteur agropastoral. C'est un projet très important qui vise à installer des jeunes, à les incuber et à en faire des entrepreneurs. Nous sortons tout droit d'une évaluation du FIDA qui suit l'avancée de ce projet. Et je pense que le projet est parti pour un bon avenir. Les travaux ont évalué les activités menées l'année dernière. Ils ont également permis d'adopter les stratégies à mettre en œuvre cette année pour de meilleurs résultats. L'OPA Jeune a permis de sensibiliser environ 15 000 jeunes, a incubé environ 950 jeunes et a créé environ 400 entreprises pour des jeunes actuellement. En guise de perspective pour l'exercice 2018, il est question d'accompagner 1083 dans le cadre de la création de leurs entreprises pour un montant environ de 1 milliard de francs CFA. Pour bénéficier de cet accompagnement, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Exit la CDE dès le mois d'avril 2018 si le chronogramme est respecté. La Camerounaise des eaux, société jusqu'ici chargée de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable au Cameroun, ne devrait plus exister. Le gouvernement n'a pas renouvelé le contrat de concession arrivé à terme. Tous les actifs de la CDE devraient être repris par la Camwater, la société de droit camerounais en charge du patrimoine dans ce secteur de l'eau au Cameroun. Sur les contours de cette société de droit camerounais en charge du patrimoine dans ce secteur de l'eau au Cameroun. Sur les contours de cette nationalisation, nous ouvrons dès ce lundi une série explicative. Mais d'abord ce soir, de quoi s'agit-il exactement? Question à Olivier Kingé-Moli. La distribution de l'eau potable au Cameroun ne va plus être concédée à un opérateur privé. Le gouvernement prend depuis quelques mois maintenant toutes les mesures en vue de la reprise en main par la Camwater de la gestion, l'exploitation des services jusque-là fermés, personnel, équipement, matériel et autres archives à la CDE. La clôture technique du contrat d'affermage avec la Camerounaise des eaux devrait conduire à la fin du mois d'avril. Contaminées par des salmonelles, elles peuvent provoquer l'intoxication alimentaire et même des infections plus graves. Toutefois, ce ne sont pas tous les produits de la filiale qui sont impropres à la consommation. Ceux incriminés sont les lots 12 573, 12 640 et 12 482, fabriqués pour l'essentiel en mars et avril 2017. Cette boîte de Célia Céréline a par exemple été retirée des rayons depuis l'annonce du scandale. La situation reste sous contrôle. Les contrôles inopinés seront effectués dans les surfaces marchandes afin de s'assurer du respect de la mesure ministérielle.
Parlons environnement avec la question préoccupante du tarissement progressif du lac Tchad. La commission du bassin du lac Tchad, la CBLT et l'UNESCO envisageaient ce lundi à Yaoundé des mesures possibles pour une meilleure protection des ressources naturelles du lac. Voici les pistes évoquées dans ce reportage de Marie-Laurence Sunke. La réduction de la superficie du lac Tchad depuis un moment a entraîné un certain déséquilibre se traduisant par le mal-vivre et le mal-être des populations riveraines. Nos mamans entraient dans l'eau pour pêcher, nos mamans prenaient de l'eau à 0 mètre, le pâturage à 0 mètre, l'agriculture à 0 mètre du village. Maintenant, l'eau s'est retirée à 12 km de mon village, là où je suis né. Cela veut dire qu'il y a un problème. Suite donc aux inondations de 2012, certaines populations ont perdu leurs animaux, ont perdu, c'est-à-dire l'air local. Au vu de ces problèmes, l'UNESCO a mis en œuvre une dynamique multisectorielle et interdisciplinaire qui mobilise tant les institutions que les communautés locales riveraines. Question d'appliquer le modèle des réserves de biosphère transfrontalières et des sites du patrimoine mondial pour promouvoir la paix dans les pays du bassin du lac Tchad. Il faut absolument que tous les acteurs de ce lac, qui sont les gens qui utilisent l'eau, les gens qui sont les éleveurs, les politiques qui prennent des décisions, les scientifiques qui ont des connaissances scientifiques, se mettent autour de la table pour identifier les problèmes du lac Tchad, mais surtout, parce que les problèmes on les connaît, mais surtout comment chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Ce cadre d'échange est le point de départ d'une série de concertations qui vont se poursuivre au Nigeria, au Niger, au Tchad, en République centrafricaine et même au Cameroun. Ceci en réponse à l'appel de ces États pour un appui à la sauvegarde du lac Tchad. Dans cette même veine, le programme d'amélioration de la résilience des populations aux effets des changements climatiques tenait la 3e réunion de son comité de pilotage ce lundi à Yaoundé. Principale annonce, le programme déjà expérimenté dans le septentrion va s'étendre maintenant aux autres régions affectées par les effets du réchauffement de la planète. Voyons cela avec Valérie Haïda. 3 ans, c'est le temps qu'a duré la première phase de ce programme d'amélioration de la résilience des populations aux effets du changement climatique. Les régions du Nord et de l'extrême Nord en étaient les bénéficiaires de cette phase pilote pour des raisons évidentes. Nous avons mené beaucoup d'actions sur le terrain. Nous avons accompagné les populations de 4 départements à l'élaboration des plans d'organisation de secours. Nous les avons également accompagnés à la mise en œuvre de certaines mesures de sauvegarde telles que la diguette de la commune de Touloum. Plusieurs acteurs ont pris part à ce programme qui avait également dans ses activités la formation d'hommes et de femmes de médias. Au niveau de la station régionale CRTV Extrême Nord, nous avons énormément bénéficié de ce programme. Alors que s'achève cette première phase, l'heure est à l'évaluation par le principal partenaire financier de ce programme, le PNUD. Là, nous sommes satisfaits pour l'échelle spatiale que nous avons couverte. Et c'est une échelle spatiale qui touche les communautés elles-mêmes. Il va falloir passer à l'étape où les champions, ceux qui ont reçu ces formations, peuvent les appliquer. Et au-delà aussi mobiliser les ressources financières qu'il faut en ligne avec les accords pour lesquels le Cameroun s'est engagé, notamment dans le cadre des changements climatiques. C'est le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Elie Pierre, qui a présidé ces travaux. Le CNC passé au scanner. Le Conseil national